Je vous remercie beaucoup de l'invitation. Bien sûr, on va faire maintenant en ligne. Ce n'est pas la même chose qu'en personne, mais je vais essayer de faire le mieux de transmettre un petit peu le message. Je vais parler des contre-pouvoirs, surtout politiques, au service de la liberté. J'ai préparé quelques slides et puis je vais essayer de vous donner un petit peu une introduction à ces différents contre-pouvoirs. Il y a une partie qui est traditionnelle que vous connaissez tous. Mais je vais peut-être encore ajouter une ou deux euh, différents contre-pouvoirs que vous n'avez peut-être pas encore vus de cette manière. Et puis à chaque fois, je vais essayer de vous donner un petit peu d'évidence empirique, un petit peu les travaux de recherche qu'on a menés ces dernières années. Je vais essayer d'intégrer un petit peu le thématique avec ma recherche des dernières années. Ça, c'est un petit peu le plan que je vais faire avec vous aujourd'hui. Alors, les contre-pouvoirs sont plus ou moins un petit peu l'antithèse à cette idée de leadership. Et puis même si on parle avec des gens qui ont un petit peu une perspective libérale, on voit qu'il y a une tension entre cette idée de leadership qui peut faire beaucoup de sens et puis qu'on a l'impression de temps en temps on a besoin de leadership. Par contre aussi un scepticisme envers ce leadership et puis dans ce qui concerne surtout la partie un peu politique, c'est l'idée que les contre-pouvoirs sont importants. Je vais vous donner peut-être un rationnel qui va au-delà de cette idée, cette interprétation un peu idéologique, qui va au-delà de cette interprétation idéologique. Pourquoi de temps en temps, leadership est important et puis très souvent, leadership ne marche pas et puis il faudra avoir organisé les décisions selon le système des contre-pouvoirs. Alors, qu'est-ce que je veux dire? Alors, leadership, une manière, c'est un petit peu les antithèses avec le contre-pouvoir. Leadership, c'est rien d'autre que la centralisation du pouvoir de décision. Finalement, c'est ça. C'est quelqu'un ou peu de personnes qui décident sur un sujet. Et contre-pouvoir, ben oui, il y a un pouvoir, mais il y a aussi un contre-pouvoir d'autres personnes qui sont impliquées dans une décision. Parlons d'abord du secteur privé et puis après du secteur public. Et puis pour illustrer quand le leadership est plutôt important, raisonnable et de temps en temps, et puis quand c'est les contre-pouvoirs qui sont importants. Alors, un système de gouvernance, finalement. Imaginons que vous êtes la patronne ou la propriétaire d'une entreprise. Vous portez le risque de vos propres décisions, c'est-à-dire il y a une bonne raison pourquoi vous pouvez décider vous-même, parce qu'il y a une concordance entre vos décisions et la prise de risque. Vous ne prenez pas le risque pour d'autres personnes, vous ne prenez pas les décisions pour d'autres, mais généralement, vous portez le risque, vous prenez la décision. C'est-à-dire là, leadership ou cette idée de centralisation de ces décisions, c'est quelque chose qui est parfaitement raisonnable. Les choses, ils changent quand il n'y a pas ou sans pas de concordance entre ceux qui décident et puis ceux qui prennent le risque. Alors, à chaque fois, quand on délègue le pouvoir de décision, un leader ne supporte plus jamais l'entier des coûts de sa décision. C'est-à-dire, vous êtes le manager d'une grande entreprise et puis vous décidez au nom des actionnaires, des propriétaires. Et à ce moment-là, cette délégation fait que si on vous centralise le pouvoir de décision, vous ne prenez pas en compte tous les coûts qui sont liés à la décision. C'est-à-dire, à ce moment-là, quand c'est le cas, on a besoin des structures de gouvernance, c'est-à-dire des contre-pouvoirs, comme on le connaît avec le conseil d'administration, l'assemblée des actionnaires, etc. Alors ça, c'est la partie secteur privé. Maintenant, ça devient déjà très clair que dans le secteur public, c'est encore un petit peu différent. Pourquoi? Parce qu'il n'y a quasiment jamais cette concordance entre décideurs et prise de risque. C'est-à-dire, leadership n'est quasiment jamais raisonnable et important. Alors, quand c'est le cas, parce que voilà, c'est les citoyens qui délèguent le pouvoir de décision aux hommes et femmes politiques, c'est-à-dire on a besoin les pouvoirs et les contre-pouvoirs. Alors, des structures de gouvernance sont nécessaires parce qu'on n'a pas cette concordance entre décision et prise de risque. Ça, c'est un petit peu la base. Pourquoi on parle des contre-pouvoirs? Maintenant, quels sont ces contre-pouvoirs si on se concentre sur la partie politique? Traditionnellement, ce que vous connaissez depuis que vous avez certainement tous lu John Locke et puis Baron de Montesquieu, je n'ai pas lu non plus, mais alors l'idée de ces contre-pouvoirs, la séparation des pouvoirs,
proviennent de ces grands philosophes qui ont postulé qu'il y a au moins trois pouvoirs, le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et puis le pouvoir judiciaire. L'idée ici, c'est que législatif et exécutif, ils sont dans un processus de décision ensemble, qui se contrôlent ensemble, et puis seulement ensemble, ils vont faire une politique publique. Et puis la judiciaire, elle est là pour, s'il y a des conflits à résoudre, si le respect des règles n'est pas garanti. Alors, c'est plus ou moins là la judiciaire qui est là. Moi, je ne vais pas parler aujourd'hui de la judiciaire, mais l'enjeu entre le législatif et puis l'exécutif. Ça va être le premier bloc de ce que je vais parler plus concrètement. Maintenant, ça, c'est la partie très traditionnelle des séparations de pouvoir. Aujourd'hui, si on parle des pouvoirs, très souvent, on ne parle pas seulement des trois pouvoirs, mais aussi un quatrième, c'est les médias. Médias, clairement, c'est un autre pouvoir qui nous donne l'information sur les enjeux. Je ne vais pas en parler aujourd'hui. Si ça vous intéresse, j'ai beaucoup travaillé sur ça en 2016, ensemble avec Peter Ettich de l'Université de Saint-Gall, un juriste. On a écrit un livre, malheureusement en allemand pour vous, ça s'appelle Medien im digitalen Zeitalter. On a écrit un livre pour essayer d'expliquer quelles sont les problématiques dans les marchés de médias. Et puis, on a fait une proposition très spécifique, comment on pourrait organiser, et puis s'il y a une intervention publique nécessaire, comment on pourrait la structurer. Tout cela d'un point de vue libéral, avec exactement ces contre-pouvoirs qui sont importants et nécessaires. Je ne vais pas en entrer en sujet aujourd'hui parce que ça prend beaucoup plus que seulement 10-15 minutes. Voilà. Un autre contre-pouvoir qui est un petit peu lié à cette idée de données d'information, etc. Ça, c'est la contrôle des finances, par exemple en Suisse, les cours de compte, comme ils sont appelés. Je vais parler un petit peu à la fin de ce discours et puis de vous dire pourquoi c'est un contre-pouvoir extrêmement important. Voilà. Ça, c'est un petit peu le classique. Maintenant, cela s'applique à tous les niveaux de gouvernance en Suisse, les communes, les cantons, la confédération. Tous ces niveaux, ils connaissent une forme de législatif, exécutif, judiciaire, médias de temps en temps au niveau commune même, et puis des contrôles de finances. Et vous voyez tout de suite déjà que cette construction avec les trois niveaux nous amène au fédéralisme. Aussi le fédéralisme et puis la décentralisation, comme la décentralisation de pouvoir, c'est l'idée de contre-pouvoir. Le fédéralisme aussi, c'est un contre-pouvoir extrêmement important, surtout en Suisse, et puis je vais en parler un petit peu pourquoi c'est important, et puis quelle est l'évidence empirique. Là, on a mené beaucoup de recherches ces dernières années. Finalement, c'est où? C'est le citoyen, c'est l'individu qui nous intéresse comme personne avec une idée libérale. C'est les citoyens, c'est les individus qui nous intéressent. Et puis, en Suisse, la particularité, c'est qu'on a aussi la possibilité non seulement d'élire des personnes, des hommes et femmes politiques, mais on a aussi la possibilité d'intervenir directement dans le processus et puis avec les outils et les moyens de la démocratie directe. Ça, c'est la troisième partie, je vais en parler. OK. Qu'est-ce que c'est les contre-pouvoirs? Finalement, les contre-pouvoirs, c'est rien d'autre que des conflits institutionnalisés et la concurrence. Puis, je crois, la concurrence, c'est la partie la plus importante. C'est aussi la concurrence dans les marchés privés qui nous amène à l'efficience, à la liberté, la possibilité de faire soi-même et puis de faire peut-être mieux que quelqu'un. Alors, ça, c'est des parties importantes. C'est aussi une force importante dans la partie politique, cette concurrence, et puis je vais essayer d'illustrer cela. Alors, je vais parler de l'enjeu exécutif législatif. Ici, on a des conflits entre les chambres et pouvoirs pour trouver un accord. Alors, toujours pour faire un accord, pour faire une politique publique, il faut l'exécutif et le législatif qui trouvent un accord, qui se mettent d'accord. Et puis là, il y a beaucoup de conflits. Pourquoi? Parce que la sélection, les préférences, les intérêts ne sont pas exactement les mêmes dans les différentes chambres. La sélection des personnes n'est pas les mêmes. Et puis, la sélection des personnes, c'est dû aux règles électorales. Et puis, je vais parler de ces règles dans quelques minutes. Alors là, les élections, c'est la concurrence pour des votes. Chacun veut être élu, le vote des citoyens dans différents modes de scrutin. Ça, c'est la première partie que je vais en parler. Deuxième va être fédéralisme. Ça, c'est la concurrence entre les juridictions.
Ce n'est pas seulement un monopole. Si vous n'êtes pas d'accord avec les politiques publiques du canton de Vaud, vous pouvez, vous êtes mobile, vous pouvez loger dans un autre endroit, vous pouvez aller à Genève, à Fribourg, etc. La démocratie directe, c'est un petit peu la concurrence des idées. Pourquoi? De temps en temps, la politique a ses propres idées, et puis il y a quelques idées qui n'entrent pas. Et puis l'outil de l'initiative, c'est pour ajouter des idées qui seront importantes au processus politique. Contrôle des finances, je le vois comme d'abord une source d'information et puis une concurrence pour l'interprétation de nos données. Je vais illustrer ça dans quelques minutes. OK, commençons avec ces enjeux exécutifs législatifs. Où est le conflit? Il y a une interaction entre le législatif et l'exécutif. C'est clair qu'il y a des différents devoirs dans ces deux pouvoirs. Et puis, ça dépend, bien sûr, du régime de gouvernance. On a des systèmes présidentiels, comme aux États-Unis. Aujourd'hui, on n'a toujours pas les résultats. Mais un système présidentiel, ça veut dire on élit directement l'exécutif et le législatif. Par contre, dans un système parlementaire, vous avez des élections législatives et puis ils vont faire des coalitions pour former un gouvernement, une exécutif. Alors là, l'exécutif n'est pas directement élu, mais il est indirectement élu par les élections pour le Parlement. Maintenant, en Suisse, on est un petit peu entre deux. On n'est pas purement présidentiel, non plus parlementaire. On ne connaît pas vraiment cette forme de coalition, contrat de coalition. On est plutôt un petit peu vers la partie présidentielle, mais on est en système un petit peu entre deux. Je vais vous illustrer quelle est la conséquence de cela pour cet enjeu entre les deux pouvoirs et puis pour cette question des contre-pouvoirs. Pour garantir un conflit entre les deux législatifs et exécutifs, conflit veut dire que les préférences ne sont pas les mêmes. Il faut trouver l'accord, il faut trouver le compromis qui va jouer pour un maximum de monde, de personnes. C'est les règles électorales qui jouent un grand rôle. Je vais en parler en détail. Deuxième conflit, bien sûr, c'est aussi le conflit entre les membres du Parlement. Par exemple, aux États-Unis, vous avez l'interaction ou le conflit entre le Sénat et puis le House of Representatives. Ils ont les mêmes, c'est toujours des systèmes majoritaires, mais ils sont élus sur les différents niveaux régionaux qui va créer ce conflit, surtout entre les régions rurales et puis urbaines. Alors ça, c'est des conflits qui doivent être c'est des conflits qui doivent trouver une solution, un accord entre les différents intérêts. Concurrence, la concurrence, elle entre par les règles électorales en Suisse. La majorité des exécutifs sont élus avec des modes de scrutin majoritaires, quelque chose qu'on appelle multi-seat majority. Il n'y a pas seulement un siège, mais il y a plusieurs sièges qui sont en même temps élus dans un mode majoritaire. Ça ne s'applique pas au Conseil fédéral, mais les exécutifs des cantons, à part du Tessin, sont tous élus dans ce mode. C'est un mode très spécifique, il y a peu de pays qui connaissent ce mode. Par contre, le législatif est élu avec une règle proportionnelle. Et puis, ces différentes règles vont faire qu'ils n'ont pas les mêmes intérêts, qu'il y aura de conflits, qu'il faut trouver un accord qui plaît un maximum de personnes avec des préférences très différentes. Alors, gouverner requiert l'accord entre les pouvoirs. Quelque chose qu'aux États-Unis, très souvent, on appelle ça des checks and balances. Checks and balances, pouvoir contre pouvoir. Et puis l'idée, c'est un petit peu comment cet enjeu, ça marche. Je vais vous illustrer avec deux extrêmes. Le gouvernement unifié, Unified Government, les partis politiques dominent le pouvoir des deux pouvoirs, législatif et exécutif. Unified Government, ça vous donne la possibilité de faire quelque chose, de faire des réformes, etc. Très souvent, même des libéraux sont très contents d'un gouvernement unifié pour faire quelque chose. Je suis un petit peu plus sceptique à ça. L'autre extrême, c'est le gouvernement divisé. Divided Government, cohabitation. Par exemple, aux États-Unis, imaginez-vous que en fait, allez, on peut faire l'exemple avec le Trump government. Au début au début des 4 ans de M. Trump, ils avaient Unified Government. La majorité du Congrès était républicain, plus aussi le président.
Cela va potentiellement changer. Maintenant, on verra encore. Mais sinon, les dernières années, il y avait a House of Representatives qui était dominé par les démocrates. Sénat, c'était toujours les républicains. Et puis, le pouvoir exécutif, c'était chez les républicains avec M. Trump. Alors, ça, c'est un petit peu… Il fallait toujours trouver des compromis. Alors, le degré de la séparation des pouvoirs dépend de la division électorale entre les deux pouvoirs. Si les pouvoirs sont tous dans des mêmes partis, des mêmes intérêts, ben oui, il y aura moins de ce checks and balances qu'avec un divided government. Je vais vous donner deux exemples. L'exemple aux États-Unis, on connaît divided government, mais je vais vous faire l'argument que divided government, c'est encore plus important en Suisse qu'aux États-Unis. Alors, j'ai mené un petit peu de recherche il y a quelques années sur l'enjeu aux États-Unis. Unified versus divided government. Alors, la forme la plus stricte de la séparation des pouvoirs, c'est le divided government. Pourquoi l'exécutif et puis le législatif ne sont pas dans la main de la même partie politique? On a deux vues. Leadership view, ils ont une préférence pour un gouvernement unifié, pour faire quelque chose, pour bouger les choses. Checks and balances view est plutôt pour un gouvernement divisé. Pourquoi? Si vous êtes un votant modéré, au milieu, vous n'êtes pas avec les extrêmes démocrates, non plus avec les extrêmes républicains, vous ne voulez pas donner le pouvoir unifié à un des deux partis, alors les modérés au milieu, ils ont une préférence pour checks and balances, pour trouver le compromis. Ça, c'est l'idée de gouvernement de divided government. Ça, c'est une idée qui est là depuis un moment, que systématiquement, les gens au milieu du spectre, ils demandent le divided government. Et puis surtout, et puis ça, c'est quelque chose que j'ai ajouté un petit peu, c'est imaginez-vous que vous avez un problème avec l'exécutif. Imaginez-vous que vous avez un exécutif qui est dans son dernier mandat possible. Il a un term limit. Alors, aux États-Unis, un président peut avoir un maximum de 2 mandats. Dans son dernier mandat, il ne doit plus essayer de faire une politique pour tout le monde pour être réélu. La restriction de réélection n'est plus là. C'est-à-dire, moi, comme citoyen, dans le dernier mandat possible d'un exécutif, j'ai un problème. Il ne doit plus vraiment faire la politique pour moi parce que de toute façon, il ne peut pas être élu. Ça, c'est un problème de contrôle. Imaginez-vous que vous avez ça. Qu'est-ce que vous allez demander? Vous allez demander plus de checks. C'est exactement ce qu'on teste. L'hypothèse, c'est qu'avec un term limit, un exécutif, dans mon cas, c'est les gouverneurs des États des États-Unis, sans contrainte de réélection, alors quelque chose qu'on appelle des lame ducks, ceux qui sont dans leur dernier mandat, ne doivent plus chercher à convaincre les électeurs. Alors, ils vont utiliser leur pouvoir pour leur propre intérêt. Alors, on a un problème de contrôle comme citoyen. Mais on a un instrument à essayer de limiter cela, et puis ça, c'est le divided government. Alors, l'idée, c'est, est-ce que les électeurs vont à chaque fois quand ils ont un gouverneur qui est un lame duck, est-ce qu'ils vont systématiquement élire le contre-pouvoir, l'autre partie dans le législatif? Et puis, on fait cet exercice pendant une période de 1950 à 2000 ou 2010, en fait. Et puis, qu'est-ce qu'on trouve? À chaque fois qu'on a un gouverneur qui est un lame duck, qui n'a pas une incitation de réélection, les votants, la probabilité de trouver un divided government, d'observer un divided government est de 8 à 10% plus élevée. On voit déjà souvent des divided government, mais c'est encore plus répandu le moment où il y a un lame duck. C'est-à-dire, il y a une demande pour ces checks and balances. Les gens, ils veulent les checks and balances. Ce n'est pas seulement quelque chose qui arrive de temps en temps, mais c'est by design. Ça, c'est l'idée de base. Ça, c'est une régression. Ceux qui connaissent, vous voyez peut-être tout de suite. Je ne suis pas sûr si vous voyez. Alors, ce que vous voyez ici, c'est un petit peu technique. Vous ne devez pas le comprendre. La seule chose qui est importante, c'est si c'est un lame duck, la probabilité de voir un divided government est de 9,4% plus élevée. Et puis, ça, c'est juste une sorte de précision de l'estimation. Alors, on a mené de la recherche, on a fait énormément de modèles, on a fait avec beaucoup de données, on a essayé de trouver est-ce qu'il y a un effet systématique, et puis on trouve oui, il y a un effet systématique entre 8 et 9%. Voilà. Maintenant, la Suisse. J'ai fait l'argument que la Suisse est encore plus stricte dans cette séparation des pouvoirs avec ce divided government.
Alors, qu'est-ce qu'on connaît au niveau de la Confédération? L'exécutif, c'est le Conseil fédéral. Il est élu par le Parlement suisse. Il n'est pas directement élu par le peuple. C'est l'Assemblée fédérale qui élit. C'est pas tous les sièges, les 7 en même temps. C'est séquentiel et puis c'est majoritaire. Alors, de temps en temps, on a une élection pour quelques personnes. Alors, c'est séquentiel, un après l'autre, et puis pas tous en même temps. C'est d'abord un siège, l'autre siège, etc. Majoritaire. Et puis finalement, on connaît cette composition selon la formule magique. Je vais rapidement faire une petite parenthèse sur cette formule magique. Pourquoi elle est importante? Parce qu'on a l'idée qu'on aimerait avoir une cohérence entre le Conseil national et puis le Conseil fédéral. La formule magique, comme elle est interprétée à 90% dans les médias, c'est l'idée qu'il faudra avoir une concordance, une cohérence entre le Conseil national et puis le Conseil fédéral. Dans une perspective de contre-pouvoir, clairement, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas clair qu'on aimerait avoir une telle cohérence. Mais juste rapidement pour cette formule magique, j'ai rapidement fait les calculs ce matin. Alors, ce que vous voyez ici, PLR, PDC, PS, ça c'est les partis. Ils sont typiquement où on a une discussion, est-ce qu'ils auront le droit d'avoir un siège au Conseil fédéral? Ça, c'est les sièges et puis les quotes-parts ici. Conseil national, Conseil des États. Et puis, si vous appliquez la formule comme les médias l'appliquent, ça veut dire que les quotes-parts du Conseil national devraient se traduire dans les sièges au niveau du Conseil fédéral. Cela dit, ça veut dire que le PLR, un siège, PDC, un siège, PS, un siège, UDC 2, PES et PVL, chaque fois un siège. Maintenant, clairement, ce n'est pas notre formule magique. La formule magique, elle donne plus de poids au PLR et PDC. Imaginons qu'on fait juste une règle qui est cohérente avec le Conseil des États, quelque chose qui est très souvent pas pris en compte, qu'il y a aussi un Conseil des États qui est élu d'une manière majoritaire. Là, on aura si c'est seulement le Conseil des États qui serait important, on aura 2 PLR, 2 PDC, un PS, un UDC, un PVL. Maintenant, les élections se font de la totalité du Conseil national, Conseil des États. Ça, c'est un petit peu la distribution des sièges. Puis vous voyez que ça, c'est faux en fait. Excusez-moi. Ça devrait être ici. Il y a une erreur. Oups. Ça, les trois, ça devrait être ici, le PES, pas le PVL. Excusez-moi, ça, c'est une erreur de ma part. Mais l'argument, ce que je veux faire, c'est l'idée qu'il faudra plus de poids pour, par exemple, UDC et PS. Ça, c'est une idée qui est toujours là, qu'il faudra plus de poids pour les partis les plus extrêmes, à gauche ou à droite, et puis pas au milieu. Maintenant, imaginez-vous, dans les décisions qui sont prises par le Conseil des États et puis le Conseil national, ils prennent exactement les mêmes décisions. Ils ont le même poids. Mais il y a 200 conseils nationaux et puis il y a 46 conseils des États. Alors, si vous prenez le poids de décision, juste le poids de décision, alors un conseiller des États a 4,3 fois le poids d'un conseil national. Si vous faites le calcul de nouveau, vous êtes dans une situation où les conseils, où PLR, PDC, les partis du million ont 2 sièges chaque parti, et puis il y aura PS, UDC et puis PES qui auront un seul siège. Voilà. Juste pour vous illustrer ces discussions autour de cette formule magique qui donne plus de poids au milieu. Aujourd'hui, il y a toujours l'argument qu'il faudra donner plus de poids aux extrêmes, à gauche ou à droite. Mais ça, c'est une vision très spécifique qui est due au fait qu'on se concentre sur le Conseil national, mais on a, by design, parce qu'on veut, on a divided government, on a des différentes règles dans le législatif. Et puis, ça dépend juste quelles sont les institutions que vous prenez en compte. Voilà. Alors, ça, c'était une petite parenthèse sur cette formule magique qui est importante pour cette idée de checks and balances. Pourquoi? Alors, exécutif, délégué, le législatif est élu en mode de scrutin proportionnel si c'est le Conseil national, et puis en mode de scrutin majoritaire si c'est le Conseil des États. Alors, de nouveau, on crée un conflit parce que les gens ne sont pas de la même sélection. Si c'est majoritaire, c'est plutôt les partis au milieu.
Si c'est proportionnel, ben oui, c'est selon les proportions aussi de la distribution des intérêts. Et puis, on veut exactement cet échange des pouvoirs. Les cantons, c'est un mode de scrutin majoritaire, multi-seat majority. Législatif, c'est scrutin proportionnel, de temps en temps mixte, mais la majorité, c'est un système proportionnel. Voilà. Alors, nous avons un conflit entre les pouvoirs qui sont institutionnalisés parce que le mode de scrutin majoritaire favorise fortement les candidats et partis du milieu du spectre, pendant que le mode de scrutin proportionnel sélectionne des candidats et partis selon leur quote-part électoral en total. Et puis avec ça, on fait que différentes personnes sont dans différents pouvoirs et puis ils doivent trouver l'accord ensemble, même s'ils ont des différents intérêts, des différentes préférences et puis ils sont sélectionnés différemment. Alors, dû à la règle électorale, la composition des partis, intérêts et positions politiques diffèrent systématiquement entre les pouvoirs, c'est-à-dire le gouvernement est divisé de manière institutionnelle. Ça veut dire que c'est la sorte la plus forte de la séparation des pouvoirs, qui est quelque chose qui est extrêmement important en Suisse. On doit trouver des compromis. Ça, c'est quelque chose qui est institutionnalisé et puis pas seulement un hasard. Voilà, ça c'est la partie enjeu exécutif législatif. Je vais avoir peut-être encore 10 minutes pour le reste, pour les autres institutions de contre-pouvoir. Le premier, c'est le fédéralisme. C'est l'idée de nouveau centralisation versus décentralisation. Une fois le monopole, alors imaginez-vous que vous avez un système très centralisé, peut-être d'un point de vue politique, la France est relativement centralisée. Ils sont bureaucratiquement décentralisés. Il y a le pouvoir bureaucratique qui est décentralisé, mais la partie politique est fortement centralisée. Par contre, en Suisse, on est très décentralisé, on est très fédéraliste. Il y a des pouvoirs au niveau de la Confédération, mais beaucoup de pouvoirs qui étaient alloués au niveau des cantons et puis des communes. Et puis là, les cantons, ils sont en concurrence un avec l'autre. Concurrence pour la base fiscale, mais concurrence aussi pour quelle est la bonne politique. La bonne politique pour le canton de Genève, peut-être ne va pas être la bonne politique pour le canton d'Appenzell ou d'Uri. Bien sûr, aussi dans cette situation Covid, c'est peut-être la première vague. On a vu que les politiques nécessaires n'étaient pas les mêmes dans les zones très urbaines contre les zones très rurales. Alors, le fédéralisme assure une concurrence entre les juridictions. On vous propose quelques services, bien les services publics, avec un prix d'impôt. Et puis, vous pouvez choisir le bundle, un petit peu la bonne relation entre coût et service. C'est une limitation du pouvoir des juridictions à travers la mobilité des citoyens. Ça donne une incitation à utiliser les moyens qui sont à disposition de manière efficace. Et puis, c'est une incitation de vraiment s'orienter vers les préférences des citoyens. Sinon, ils partent. Voting by feet, quelque chose que Thibault a appelé voting by feet. Mais le fédéralisme nécessite une décentralisation symétrique entre dépenses et revenus. Si vous décentralisez seulement les dépenses, chaque canton va dépenser le plus rapidement possible et puis on va demander les transferts verticaux. Ils vont demander l'État central pour les transferts. Et puis, celui qui gagne le plus rapidement, c'est celui qui a dépensé le plus rapidement. Ça, c'est des incitations qui sont extrêmement problématiques. Ça, c'est un fédéralisme qui ne fonctionne pas. On a vu ça en Argentine, où c'est juste une concurrence pour rapidement dépenser l'argent et puis pour demander des transferts. Ça, c'est la pire des formes. C'est encore pire que la centralisation. Mais un fédéralisme qui respecte la concurrence institutionnelle, c'est-à-dire si je dépense quelque chose, je dois le financer avec mes propres ressources, mes propres recettes fiscales. Un tel fédéralisme fait que, voilà, il y a les avantages que je viens de dire il y a une minute. Alors, quelle est l'évidence? Il y a beaucoup d'évidence sur la question quel est l'effet du fédéralisme. Il y avait M. Feld, qui est aujourd'hui en Allemagne, qui a beaucoup travaillé sur le fédéralisme en Allemagne, mais qui a été en Suisse pendant longtemps avec Gebhard Kirchgessner, qui était à Saint-Gall, Christophe Schalleger, qui est aujourd'hui à Lucerne. Ils ont mené beaucoup de recherches. Ils trouvent que la taille de l'État devient plus petite, avec plus de décentralisation.
Nous, avec une étude avec Simon Berset, on montre exactement la même chose, mais nous, on ajoute encore des questions de distribution. Je ne vais pas en parler aujourd'hui. Mais la décentralisation, cette concurrence fait que même si on essaie de contrôler pour les biens publics qui sont proposés, ça devient plus efficace et plus petit. Alors ça, c'est juste de nouveau un papier de recherche avec Simon Berset qu'on est en train de publier, qui montre que plus de décentralisation fait plus petit la recette fiscale, quelque chose qui se montre aussi au niveau des dépenses, etc. On contrôle pour plein de différences entre les communes, etc., avec des nouvelles méthodes de machine learning, etc. Alors, on a beaucoup de données et puis on essaye et puis on montre que les cantons les plus décentralisés ont des dépenses et des recettes plus petites que les cantons plus centralisés, avec plus ou moins les mêmes biens et services publics. Voilà. Avant-dernier élément, c'est la démocratie directe. Je vous ai dit que c'est la concurrence entre les idées. Quels sont les moyens à disposition? Bien sûr, les initiatives, les projets politiques peuvent être introduits dans le processus, que peut-être n'aura aucune chance si c'est seulement le Parlement. Les hommes et femmes politiques, ils ont leur propre intérêt. Ils n'ont pas toujours intérêt à écouter leurs citoyens et citoyennes. Mais l'outil de l'initiative nous donne la possibilité d'intégrer, d'introduire des idées dans le processus politique. Le référendum, c'est quelque chose qui bloque des projets sortant du Parlement qui n'ont pas la base chez les votants. Deuxième élément, c'est ça détruit le monopole de décider l'agenda politique. C'est quelque chose qui est important. Si vous n'en parlez pas dans le Parlement sur une idée ou un projet, ben oui, vous ne pouvez pas décider. Alors ça, c'est l'agenda politique. Ceux qui décident l'agenda politique, c'est aussi eux qui ont énormément de pouvoir. Et puis, la possibilité de l'initiative détruit ce monopole des hommes et femmes politiques pour décider l'agenda. Ça, c'est un petit peu les éléments qui sont importants dans la recherche sur les effets de la démocratie directe. Et puis, il y a énormément d'évidence pour la Suisse. La démocratie directe, elle réduit les recettes, les dépenses, les déficits, les dettes. Il y a beaucoup de recherches de nouveau de M. Fell, qui est par Kirchgessner, mais Mme Funk aussi, qui est à Lugano, Mme Gatzmann, qui est à Mannheim. Beaucoup de papiers qui le montrent. Il y a même des papiers qui montrent de M. Frey à Zurich et Stutzer à Bâle, qui montrent que la satisfaction de vie est supérieure dans des systèmes plus démocratiques, avec plus de démocratie directe. Et puis quelque chose qui est relativement intéressant, ceux qui n'ont pas le droit de vote, les étrangers par exemple, il n'y a pas de différence là. Mais c'est quelque chose qui s'applique aux Suisses qui ont la possibilité d'intervenir au niveau de la politique directement. Nous, M. Lichinger-Lucerne et moi, on s'est concentré sur des questions non fiscales, mais régulatrices. Puis on trouve que l'activité régulatrice de nous donner de plus en plus de règles dans notre vie de tous les jours est plus petite. Cette activité régulatrice est inférieure dans des cas où on a un référendum obligatoire sur les lois. Alors, comment on le fait? Ça, c'est juste, on essaie de mesurer l'activité législative pour plus que 100 ans. En fait, on commence en 1908, puis on mesure ça jusqu'en 2013. Et puis, vous voyez que l'activité est plus grande. Alors, on change plus de lois, plus de décrets dans les cantons les plus urbains. Et puis aussi, on voit un petit peu une différence entre les cantons germanophones et francophones. Ça, c'est juste un petit peu de vous donner un petit peu une idée graphique. Alors, il y a plus d'activités, il y a une grande différence entre l'activité régulatrice au niveau des cantons, même que les cantons ont tous exactement la même responsabilité. Ils sont responsables pour les mêmes choses, mais ils le font très différemment. Ça, c'est pour le canton de Fribourg. Vous voyez que l'activité a fortement augmenté dans le temps, depuis 1908 à 2013. Vous voyez que il y a l'activité au niveau du canton, de régulation au niveau de canton, a fortement augmenté. Pour la Suisse, et ça c'est un petit peu, je l'appelle ça le fuzzy graph, ça nous montre qu'il y a quelques cantons pour faire exactement la même chose. Ils ont les mêmes responsabilités. Le canton d'Appenzell n'a pas besoin de changer les décrets et puis les lois souvent,
ils ont une stabilité, ils mettent un petit peu le cadre, le reste est relativement stable. Ça, c'est Zurich, le plus grand canton, beaucoup de complexité économique. Peut-être ils ont besoin de plus de régulation, mais voyez, ici, il y a une dynamique qu'on voit dans le temps, mais en comparaison avec le canton de Genève, qui change toutes les années énormément ses lois, ses décrets, un rythme qui est 2 fois plus fort, plus élevé que le canton de Zurich. Alors, vous voyez, il y a des différences dans cette approche régulatrice. Et puis maintenant, je viens vers la question, quel est l'effet de la démocratie directe? On compare des cantons avec un référendum obligatoire sur les lois à l'activité au canton qui ne connaît pas un référendum obligatoire. Et puis, vous voyez tout de suite, ceux qui avaient toujours un référendum, ils changent peu leurs lois. Ils ont des lois, ils sont relativement stables dans le temps. Ceux qui n'ont jamais connu un tel référendum obligatoire, ils changent 4 fois plus souvent leur base légale. Et puis maintenant, la question, c'est peut-être ça, c'est Appenzell ici, et puis ça, c'est peut-être Genève, et puis ils ne sont pas vraiment comparables. On regarde juste ceux qui ont décidé de changer, d'abandonner le référendum obligatoire. Alors ça, c'est les switchers. Le moment où ils avaient encore le référendum obligatoire, ils ne sont pas différents que ceux qui l'ont toujours. Le moment où ils changent, juste l'année après, ça saute. La période après, ils commencent à réguler beaucoup plus fortement parce qu'ils ne doivent plus demander les citoyens. Alors, le contre-pouvoir des citoyens d'exprimer leur préférence, si cet instrument n'est plus là de manière obligatoire, l'activité régulatrice, elle augmente. Ensuite, ça, c'est juste un petit peu une illustration. On fait aussi d'une manière avec plus stricte, avec des régressions, machine learning algorithms, tout ça, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous trouvez exactement cette relation. OK. Pour terminer, la dernière chose, c'est le dernier contre-pouvoir que j'aimerais parler rapidement, c'est le contrôle des finances. C'est quelque chose qu'on n'en parle pas beaucoup, mais l'importance, elle est juste énorme. Le contrôle de finances au niveau de la Confédération critique souvent, il donne de l'information et puis il veille au fait que l'information qui est donnée par l'exécutif, par la bureaucratie, elle est correcte. C'est le contrôle de l'information comptable. Sans ce contrôle, il y aura la possibilité de manipuler les comptes. Ça, c'est quelque chose qui est répandu dans d'autres pays. On a vu pendant la crise de la dette souveraine en Grèce, ils avaient la liberté de produire leurs chiffres propres de la comptabilité, et puis on sait où ça nous a amené. En Suisse, ça c'est différent. Il y a un contrôle de finances qui est très strict, qui veille au fait que l'information donnée par les responsables exécutifs et bureaucratiques sont correctes. Et puis contre l'utilisation de ces ressources. Et puis l'objectif, c'est éviter la comptabilité créative et puis assurer que les informations sont non biaisées. Ben oui, c'est les médias après qui diffusent ces informations, mais ils sont dans une situation, une interaction importante avec les médias. Ça, c'est la base, ça c'est juste la partie de l'information. Et finalement, même si vous avez des chiffres comptables, vous avez une dette ou un déficit, l'interprétation sur ce déficit ou cette dette, elle est différente. Selon votre position, si vous êtes le ministère des Finances, vous avez une autre position envers l'endettement et puis les déficits que si vous êtes un ministère de dépenses, si vous dépensez beaucoup pour votre département. En Suisse, on a la situation un petit peu, non pas absurde, mais intéressante que le moment, c'est les ministères des Finances qui demandent une règle budgétaire qui est stricte. C'est quelque chose qu'on ne peut pas s'imaginer dans d'autres pays. Là, ils veulent avoir plus de flexibilité, mais en Suisse, comme les ministres de Finances sont élus, ils ne sont pas délégués du Prime Minister, du Premier ministre, mais ils sont directement élus eux-mêmes. Ils ont une responsabilité pour le respect de l'équilibre. Et puis, cette responsabilisation fait qu'ils ont une préférence pour l'équilibre. Et puis, il y a de la recherche en Suisse qui montre que les ministères de Finances, ils demandent des règles strictes qui leur aident à veiller à l'équilibre. Alors, qu'est-ce qu'on veut? On veut des informations non biaisées. Maintenant, quel est le rôle des contrôles des finances? Contrôle de finances traditionnel, juste une situation, un impact sur l'information de base. Mais il y a encore un mandat étendu. Ça, c'est les commissions de gestion des finances au niveau des communes. C'est quelque chose qui
qu'on ne connaît pas dans le monde entier, mais c'est quelque chose qui est hyper intéressant. C'est un contre-pouvoir. Pourquoi? Ça, c'est des gens qui sont directement élus par le peuple pour un mandat de juste veiller à l'utilisation des finances publiques. Ils évaluent dans quelques cantons, il y a quelques cantons où c'est juste un mandat traditionnel, comme un auditeur, par exemple en Valais, etc. Mais par exemple, dans le canton de Zurich, en plus, ils ont encore la possibilité d'évaluer déjà le budget avant que l'argent est dépensé. Ils peuvent évaluer, ils peuvent leur donner leur propre interprétation de ces données. Ils peuvent évaluer même des projets de dépenses, tous les investissements, et puis ils peuvent faire des contre-propositions. Alors, ils peuvent critiquer les projets avant que l'argent est dépensé. Ils peuvent faire des contre-propositions. Alors, les citoyens ont la possibilité de la proposition de l'exécutif dans la commune, mais aussi la contre-proposition de la commission des finances. Quel est l'effet? L'effet, c'est la concurrence pour cette interprétation des données. Et puis, on a fait un long travail sur toutes les données des communes en Suisse. Et puis, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve dans les communes avec une commission de gestion de finances et avec un mandat étendu en comparaison avec ceux qui sont juste des auditeurs, on trouve des dépenses et des recettes inférieures entre 15 et 20%. C'est-à-dire l'effet est juste énorme. Et puis, on a fait tout ce qu'on veut, on trouve toujours ces résultats. Voilà, ça c'est juste, de nouveau, on a travaillé sur des données. Et puis, on trouve que les auditeurs plus forts, ils réduisent un signe négatif, ils réduisent la charge fiscale, ils réduisent aussi en même temps les dépenses, etc., etc. OK. Alors, je conclue avec ça. Je crois que je suis dans les temps de 40 minutes. Les contre-pouvoirs jouent un rôle primordial dans les systèmes démocratiques, surtout dans le système en Suisse, où les contre-pouvoirs sont institutionnalisés sur plusieurs dimensions. Les contre-pouvoirs sont nécessaires s'il n'y a pas de concordance entre ceux qui portent le risque et puis ceux qui décident, ce qui est toujours le cas au niveau dans la sphère politique. C'est pour ça, tout ce qui est leadership est toujours un petit peu un problème au niveau de la politique. Les effets des contre-pouvoirs proviennent des conflits institutionnalisés entre les différents pouvoirs et la concurrence sur ces différents niveaux. Les exemples que je vous ai donnés, c'était l'enjeu exécutif-législatif, et puis avec le rôle des règles électorales, c'est au centre de ce conflit, le fédéralisme, la démocratie directe, et puis le contrôle des finances. Avec ça, je termine. Je me réjouis de vos questions. Merci beaucoup pour votre attention.